Si aujourd'hui, les citoyens et citoyennes françaises ont le droit de vote, il faut remonter très loin pour comprendre le long chemin que cette idée de droit de vote pour tous les citoyens a emprunté au cours du XIXe siècle. Petit retour en arrière. En 1789, la France connaît une révolution qui met fin à la monarchie et institue la Première République en 1792. À cette occasion, les citoyens expérimentent brièvement le vote. Napoléon Bonaparte met fin à cette période révolutionnaire par son coup d'État du 18 Brumaire. Il rétablit l'ordre dans le pays, met fin à de nombreuses libertés collectives et se fait sacrer empereur en 1804. À sa chute, la France retourne à la monarchie en 1814 avec des rois tels que Louis XVIII puis Charles X. Ces monarchies sont constitutionnelles, c'est-à-dire que les pouvoirs du roi sont limités par une constitution. Cependant, ce tumultueux XIXe siècle, qui n'en finit pas de digérer la révolution de 1789, n'en a pas fini avec les insurrections. La politique autoritaire de Charles X amène le peuple parisien à se révolter lors des Trois Glorieuses, ces 3 journées de 1830 qui le contraignent à abdiquer. Louis-Philippe d'Orléans devient roi des Français, mène une politique un peu plus libérale, mais finit lui aussi par être renversé par la Révolution de février 1848 qui porte au pouvoir l'idée de république. C'est la Deuxième République. Ces monarchies sont constitutionnelles, le droit de vote y existe. Cependant, il est limité aux plus riches, ceux qui payent une certaine quantité d'un impôt nommé le cens. On appelle cela le suffrage censitaire. Ainsi, tous ceux qui ne sont pas propriétaires, à savoir une large partie du peuple, sont privés du droit de vote. Ainsi, sur la carte d'électeur de l'époque, on peut voir non seulement le nom, le prénom, le domicile, mais aussi le métier exercé et la quantité d'impôts payés. Lorsqu'en 1848, la Deuxième République est portée au pouvoir, on établit une nouvelle forme de vote, le suffrage universel. Universel veut dire qui concerne tout le monde. Plus besoin d'être riche pour voter. Sur cette carte d'électeur de 1849, soit 1 an après la mise en place du suffrage universel, ne reste plus que l'identité du citoyen et son domicile. Le suffrage universel est fragile. Certains veulent le limiter en imposant une stabilité du domicile de 3 ans pour pouvoir voter, ce qui exclurait la masse des ouvriers très précaires qui déménagent souvent et ne peuvent justifier d'un domicile fixe. Le déroulement du scrutin commence à ressembler à celui que nous connaissons aujourd'hui. Un bureau de vote, des bulletins, une urne, mais pas encore d'isoloir ni d'enveloppe pour le bulletin. Donc le vote n'est pas encore tout à fait secret. La première élection présidentielle se déroule le 10 décembre 1848. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est largement élu. Il joue sur son nom et mène une campagne électorale efficace. Refusant de quitter le pouvoir, il organise un coup d'État en 1851 et le fait approuver par un plébiscite. Un plébiscite, c'est un vote au suffrage universel pour répondre à une question et non pour élire une personne. En 1852, il devient empereur sous le nom de Napoléon III. Curieusement, il conserve le suffrage universel, mais, très malin, il le vide de son sens. Il sélectionne des candidats dits officiels aux élections, le Parlement n'a que peu de pouvoir et les libertés d'expression et de réunion sont limitées. C'est pourtant durant cette période de la Deuxième République mais aussi du Second Empire que les Français vont faire l'apprentissage de l'exercice du vote. On les pousse à cesser les émeutes, les insurrections et à s'exprimer par la voie des urnes. Ouvriers et surtout paysans sont cependant souvent influencés par les notables, qui les poussent à voter dans leur sens, comme le raconte Alexis de Tocqueville, qui est député. Les citoyens vont voter en procession, ils marchent en tête, et il les invite à ne pas se laisser tromper. Les paysans de son village votent évidemment tous pour le même candidat, celui qu'il leur a indiqué. Des monarchies constitutionnelles au Second Empire, en passant par la brève Deuxième République, le droit de vote fait donc son chemin, qu'il soit l'expression d'une opinion populaire ou parfois une manière de museler les citoyens. Mais au fait, sur cette image d'un bureau de vote, il y a tout le monde, des petits bourgeois, des paysans, un meunier. Qui manque sur cette image? Ah oui, des femmes. En réalité, ce qu'on a coutume de qualifier de suffrage universel n'est pas du tout universel puisqu'il exclut la moitié de la population de la France. Mais cela, nous le verrons dans un autre chapitre.